Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Alors que ces récents clichés font la une de tous les médias, des internautes s'expriment sur l'actualité mondiale de manière sarcastique. Que cela implique-t-il vraiment? Les avis sont mitigés. Tandis que certains se réjouissent de ce nouveau rapprochement avec la puissance américaine dans le cadre du soft power, certains crient néocolonialisme, exploitation et impérialisme à son apogée. Ce mercredi 9 juillet 2025 s'est tenu un sommet de 3 jours à la Maison-Blanche où 5 chefs d'État africains ont été accueillis par le président Donald Trump pour des questions commerciales. On parle ici du général Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, des présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Joseph Boaké du Libéria, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. L'Amérique dit vouloir passer outre l'aide humanitaire pour se pencher vers des contrats avec ses différents chefs d'État en vue de servir les intérêts des deux parties. Ces 5 pays ont été stratégiquement choisis par rapport aux 4 principaux piliers de la politique américaine, c'est-à-dire commerce, investissement, partenariat et prospérité. Le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Des pays très dynamiques avec des terres de grande valeur, des minerais précieux, des gisements de pétrole et des gens merveilleux. Mon gouvernement s'engage à renforcer nos liens d'amitié en Afrique par des efforts en matière de développement économique qui bénéficient à la fois aux États-Unis et aux pays africains. Nous passons de l'aide humanitaire au commerce. Il convient de souligner que les ressources minières du sous-sol de ces pays africains ne sont pas sans doute étrangères aux motivations ayant présidé à cette rencontre. En effet, le manganèse, le pétrole, le fer ou le diamant figurent parmi les matières premières les plus convoitées par les États-Unis. Alors, en vérité, que se cache-t-il vraiment derrière ce soudain intérêt pour l'Afrique? Ces dernières années, la Chine s'est fortement développée économiquement parlant. Elle s'impose sur la scène mondiale par ses politiques et enjeux économiques, la hissant en premier concurrent des États-Unis dans le concert des nations. Elle a une avancée remarquable sur les échanges commerciaux par rapport aux États-Unis et continue de prendre de plus en plus d'ampleur. Dans ce contexte, cette nouvelle alliance Afrique-Amérique pourrait limiter l'expansion et l'influence des investisseurs chinois pour saisir le maximum de marchés, ce qui en va du maintien du pouvoir américain à l'échelle mondiale. Ensuite, ce partenariat gagnant-gagnant de Donald Trump mentionne également un intérêt sécuritaire puisque, sachant que la Chine essaie d'installer une base navale en Afrique depuis quelques années, il propose d'offrir un appui dans ce cadre-là. Il semble donc impératif de multiplier les deals et réduire l'influence chinoise, et ce, dans tous les domaines. Dans les débats, la question de l'immigration refit surface. Les 5 pays du sommet, dans le cadre de ce partenariat, pourraient avoir un accès privilégié au territoire américain par rapport aux autres pays africains déjà interdits d'entrée, notamment le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan, ainsi que ceux qui sont menacés de l'être. D'aucuns s'insurgent d'un énième divisé pour mieux régner, très courant pendant la colonisation de l'Occident, qui semble refaire surface. Ce sommet fait face à des pays qui sont majoritairement des États membres de l'Union africaine. Un tel favoritisme des uns serait susceptible d'engendrer des tensions entre les choisis et les interdits du sol américain qui, eux, pourraient percevoir la présence de ces 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche comme une trahison face à leurs frères. En additif,
Certains journalistes relevaient même l'incohérence des discours des présidents reçus à la Maison-Blanche qui, bien qu'ils soient du même continent et convoqués pour les mêmes raisons, ne semblaient pas être unis dans leur motivation. Oui, il est tellement imprévisible. Votre reportage parlait du Sénégal, où il y a une communauté très importante de Sénégalais aux États-Unis. C'est une vraie communauté, pour ceux qui connaissent les États-Unis. Si vous dites plus de visa, vous coupez les liens familiaux, vous coupez les liens... Enfin, bref, donc il fait peur, et donc on a tendance à y aller comme ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une forme de collectif africain dans ce type de négociation. Il y a un manque de coordination justement des pays africains. Il y a un manque de coordination parce que les pays sont fragiles, parce que les pays sont sensibles à la menace, parce que si vous, encore une fois, les taxes, les visas et tout ça, donc chacun essaie de sortir sa carte du jeu, mais normalement tout ça devrait être mieux coordonné, tout ça devrait se passer en partie à l'Union africaine, tout ça il devrait y avoir une position commune sur l'AGOA, il devrait y avoir une position commune sur un certain nombre de sujets, il devrait y avoir une position commune sur le changement climatique. Vous dites que, Monsieur le Président, vous êtes un faiseur de paix, c'est très bien, mais vous avez pratiquement sabré tous les budgets qui sont liés au changement climatique. Or, nous, Africains, si jamais il y a une émergence, il faudra qu'elle passe par le développement durable et une adaptation qui va coûter très cher. Donc tout ça, c'est des débats qui peuvent être tenus, mais c'est vrai que quand vous regardez cette image, quand vous êtes comme ça face à lui et à ses 4 conseillers, c'est extrêmement difficile. Gauthier, sur ce manque peut-être de coordination africaine. Alors c'est toujours compliqué parce que reconnaître aussi l'Afrique dans ce qu'elle a d'actuel et de moderne, c'est aussi de reconnaître, et c'est normal, qu'il y ait des divergences, des intérêts divergents, qu'il y ait des politiques différentes. Dire l'Afrique, c'est aussi une manière de l'étêter, de la caractériser et même de la caricaturer. Donc il faut bien sûr qu'il y ait ce type de différence. Et d'ailleurs là on voit bien chez Trump que c'est l'Afrique, d'un seul bloc. Alors sur les paroles effectivement concernant le prix Nobel de la paix, c'est ce qu'il y a de sidérant, si vous voulez, c'est qu'au fond, il fait peur. Et il fait peur, et auprès de certains qui ont une grande caisse, on va dire, face aux États-Unis, quand il frappe, il fait peur aussi. Donc c'est instructif, mais d'une manière catastrophique au fond, parce que ça veut dire que cette peur marche. Moi je voulais juste ajouter une chose sur la question du prix Nobel. Nous on a en France un vieux film qui s'appelle la 7e compagnie, et à un moment il y a justement un soldat qui dit qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Et alors vous avez le chef de la compagnie qui nage parfaitement bien. Bon, c'est du cirage de bottes, mais à ce niveau-là c'est plus drôle, ça n'est plus drôle du tout. C'est une manière de se soumettre à l'ordre de Trump, qui est un ordre en plus assez infantile, assez paranoïaque aussi. Si on en est là, alors on comprend la fragilité de certains, mais ça veut dire aussi que certains qui sont fragiles ne voient pas ou ne voient plus ailleurs de soutien ou possible pour faire contre-pied ou contrepoids à l'importance du moteur de Trump. Un mot. Alors, cela sous-entend-il un fondement fragile pour débuter cette alliance avec les États-Unis ? Il fut également mentionné que ce sommet se concentrait principalement sur des questions commerciales, mais le volet politique ne peut être obstrué. L'alliance entre ces pays et les États-Unis pourrait-elle aider à contrer l'AES pro-russe qui se développe peu à peu ? Qu'en pensez-vous de tout ça ? Sur les réseaux sociaux, l'on peut retrouver des critiques des différents partisans. Ce sommet serait un symbole d'humiliation, une propagande du néocolonialisme et une extrême régression des pays africains qui sembleraient être toujours attachés à leur maître. L'extrait du président Trump qui prend la parole après l'intervention du président Joseph Boakai met en exergue l'inutilité de cette rencontre dont parlent les internautes. Peace and security within the region, because we are committed to that, and we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well, Very and good, sir. they come from here. So thank you very much. En effet, dans ce passage, Donald Trump félicite l'éloquence de Joseph Boakai en anglais en lui demandant où l'avait-il appris. La gêne de ce moment pour les téléspectateurs et les Libériens sans doute, sachant que l'anglais est la langue nationale du Libéria et que ceux-ci furent colonisés par les États-Unis.
Au vu de cette séquence, nombreux pensent qu'au-delà de ses intérêts, Donald Trump ne sait probablement rien sur les pays invités à la Maison-Blanche, leur localisation, y compris ceux qui ont autrefois été colonisés par son État, ce qui pourrait illustrer un mépris implicite face à ces présidents africains ou l'Afrique en général. Alors, quels sont vos avis face à tout ça? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!